Bonjour à tous. Alors, nous avons le plaisir de continuer la lecture du tome 3 de Lumière commune consacré aux sciences et au matérialisme dialectique. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de chimie, d'un point de vue philosophique, hein, ce n'est pas un cours de chimie. Nous avons déjà analysé épistémologiquement la question des mathématiques, abordé la question de la cosmologie. Bientôt, nous passerons à l'étude du vivant, hein, de la biologie, et bien sûr, on verra comment la chimie et la biologie s'enchassent. Nous avons bien sûr évoqué la question précédemment, la question de la classification des sciences, et parlé d'ailleurs d'un philosophe marxiste soviétique qui s'appelait Kedrov, Boniface Kedrov, et qui était lui-même chimiste. Alors, la chimie a un rôle particulier, joue un rôle particulier dans la classification des sciences et presque une chance, en fait, on pourrait dire, pour le matérialisme dialectique, hein, on pourrait dire, depuis Lavoisier, hein, depuis sa codification par Lavoisier. Il ne faut pas oublier non plus Mendeleïev, qui a beaucoup inspiré Engels. Il faut savoir que, pour l'anecdote, à l'enterrement de Marx, sur les 8 personnes il y avait un de ses amis communistes chimistes qui s'appelait Schorlemer. Mais tout ça est un petit peu anecdotique parce que de toute façon, tout rentre dans une classification des sciences, effectivement. Mais en même temps, il va falloir la chimie. On va voir à quel point la chimie offre une chance pour une sorte de mathématisation du réel. Mais effectivement, quand on dit la somme des produits est égale à la somme des réactifs, les produits ne sont pas des réactifs. Il va falloir analyser ça dialectiquement et comprendre comment on peut passer justement de la chimie à la biologie. Enfin voilà un certain nombre de problématiques pour le dialecticien qui se produisent. Mais effectivement, bon, je vais évidemment laisser la parole à quelqu'un de bien plus savant en ce domaine que moi, qui est Georges Gastaud, et qui va même énoncer disons, le plan de travail de ce que va être son énoncé, son exposé aujourd'hui dans l'heure qui va venir. Bonjour à toi, Georges. Bonjour Émeric, bonjour à tout le monde. Oui, alors la chimie me paraît tout à fait centrale dans l'étude du matérialisme scientifique pour des raisons à la fois structurelles, par ce qu'elle dit, par le contenu, aussi par sa place dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire du matérialisme. Alors je commencerai par ça, donc la place de la chimie dans l'histoire du matérialisme et inversement la place du matérialisme dans celle de la chimie. J'envisagerai ensuite les rapports entre la chimie et les mathématiques à travers la notion d'équation chimique. Je verrai ensuite très rapidement, j'espère, alors il me faudra un peu de temps pour développer tout ça parce que ce n'est pas simple, ce que j'appellerai la relativité de l'élémentaire, comment la chimie illustre cette relativité de l'élémentaire, la notion d'élément, si l'on préfère. Ensuite, eh bien, je regarderai de plus près le contenu même de la chimie, c'est-à-dire, en gros, ce que j'appellerais au fond ces concepts de base, c'est-à-dire les éléments sur lesquels elle est structurée, quoi. Je parlerai ensuite, donc ça sera le quatrième point, de l'historicité du matériau chimique, non pas de la chimie en tant que telle, de la science chimique, mais de ce dont elle traite, des objets dont elle traite. Et on verra à partir de là sa place aussi dans l'histoire des sciences et surtout dans la classification des sciences dont tu viens de parler à propos de Kedrov. Et puis, peut-être pour finir, deux points qui sont plus anecdotiques si l'on veut, mais qui ont leur importance. C'est le rapport entre l'analyse et la synthèse en chimie, ce qui me permettra justement de parler aux philosophes, notamment de l'analyse et de la synthèse et de le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux notions d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire dans la réalité, et d'un point de vue gnoséologique, c'est-à-dire dans la méthodologie, dans la manière de penser, puisque évidemment les mots analyse et synthèse renvoient aussi à des opérations de l'esprit. Peut-être que je terminerai sur un début de réflexion sur les rapports entre dialectique et combinatoire, et donc du même coup entre dialectique et structuralisme, puisque longtemps on a opposé le structuralisme à la dialectique, c'était la tarte à la crème des années 60-70, et on peut voir au contraire que la dialectique et la combinatoire ont un certain rapport, au contraire, que l'on peut retrouver. Alors, si tu veux, je peux développer le premier point, par exemple. Alors, le premier, si je me souviens bien, c'est aussi de réinscrire la chimie dans l'histoire de la réflexion C'est ça. philosophique, peut-être sur l'atome, sur les grands matérialistes de Voilà, l'Antiquité. c'est ça. Ça va nous amener à Lucrèce.
Même si effectivement, de droit, la chimie est fondée bien plus tard, effectivement, Oui, une oui, bien sûr. restante. Alors, je ne veux pas du tout remettre en question la notion bachelardienne, althusérienne aussi, mais surtout bachelardienne, de rupture épistémologique. Il y a, avant le XVIIIe siècle, évidemment, toutes sortes de gens qui s'occupent de questions que nous appellerions chimiques aujourd'hui, et donc en particulier les fameux alchimistes du Moyen-Âge. Mais la chimie fait un bond scientifique majeur au XVIIIe siècle grâce à Lavoisier principalement. Il y a un texte tout à fait remarquable d'Engels à ce sujet qui montre en quelque sorte que Marx est le Lavoisier de l'économie, ou inversement, si on préfère, que Lavoisier est le Marx de la chimie, en quelque sorte. En gros, Priestley, qui est un grand scientifique anglais, a mis en évidence l'existence de l'oxygène, mais c'est seulement Lavoisier qui crée la chimie parce qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'il nomme l'oxygène, parce qu'il le situe dans le cadre d'une théorie beaucoup plus globale et qu'il refond complètement les éléments de base de cette conception des choses. Et donc, de ce point de vue, Engels montre de façon extrêmement pertinente, je commence par cela, il montre de façon très pertinente qu'une science se crée non seulement parce qu'elle découvre des choses empiriquement, mais parce qu'elle se révolutionne d'un point de vue conceptuel. Et donc, ici, j'ai presque envie de dire, en pastichant la phrase célèbre de Lénine qui parle, lui, de politique, à savoir que il n'y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire, de la même manière, il n'y a pas de révolution scientifique sans révolution philosophico-théorique, conceptuelle. Donc ici, nous ne sommes pas dans l'empirisme. Donc ça, c'est le XVIIIe siècle, et c'est l'apparition avec Lavoisier donc, de ce qu'on pourrait appeler les bases de la chimie moderne, où on a à la fois une classification qui est fondée en raison, un lien très direct avec l'expérience et la façon d'expérimenter, et comment dire, un habillage, mais plus qu'un habillage, une structuration, disons, mathématique à travers notamment la notion d'équation chimique de cet ensemble. Et notamment, tout cela est résumé par une formule qu'on ne trouve pas, à vrai dire, que je sache, chez Lavoisier, mais qui résume bien l'esprit de sa doctrine, qui est le fameux « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Tout cela permet en effet de mettre en évidence le lien entre la conservation des produits de la réaction chimique, qui sont ce que tu as rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que la somme des produits est égale à la somme des réactifs, et ce qui permet de faire en sorte qu'il y ait au début et à la fin de l'équation des quantités qui se retrouvent, si l'on peut dire. Donc rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé, et quelque chose s'est transformé puisqu'on n'a plus les mêmes produits. Les produits sont différents des réactifs, des points de départ, si on veut. Donc là, on a une possibilité de mathématisation de la chimie et en même temps de conduite rationnelle de l'expérience, puisqu'il faut faire en sorte que dans l'expérience, rien ne se perde, rien ne se crée, c'est-à-dire que les appareils, par exemple, les cornues et autres alambics, etc., soient ainsi conçus qu'ils ne permettent pas, par exemple, la perte des fumées et que l'on puisse tout peser à l'arrivée de manière à pouvoir constater que les masses auxquelles on a affaire se sont conservées. Donc, on a à la fois un aspect mathématique, un aspect expérimental, et la manière de les lier l'un à l'autre, à travers cette fameuse formule du rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, à partir de là, on peut voir comment il y a un branchement de l'histoire de la chimie, notamment de cet acte révolutionnaire majeur qui est la publication par Lavoisier de son traité de chimie, d'ailleurs en 1789, date facile à retenir du même coup, pour deux choses importantes pour le prix d'une seule, deux révolutions pour le prix d'un seul acte de mémoire, si l'on peut dire. Mais ça ne signifie pas pour autant que la philosophie n'ait aucun impact sur l'histoire de la chimie. Et souvent, on a méconnu ce lien entre la philosophie et la révolution épistémologique. Une lecture superficielle de Bachelard, qu'on peut trouver quelquefois chez les althusériens, conduit en effet à penser que, bon, en gros, la révolution, ou plutôt la rupture épistémologique, est une sorte d'acte de coup de tonnerre dans un ciel serein. Avant, c'est la non-science, après, c'est la science, et qu'il ne s'est rien passé de très significatif auparavant. Auparavant, on n'a pas taugé. Ce n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'ici, je parle d'une révolution scientifique, mais elle a des conditions philosophiques.
Et ces conditions philosophiques renvoient à très très loin dans l'histoire de la pensée, renvoient d'abord dans l'Antiquité à Démocrite, qui est le fondateur, comme chacun sait, de la théorie des atomes, non pas au sens de l'atome moderne, bien sûr, il ne faut pas ici se leurrer, mais au sens du concept, puisqu'il y a des choses qui remuent, qui bougent, il faut bien qu'il y ait du vide, parce que si tout était compact, eh bien, il n'y aurait pas d'espace pour que les corps puissent se mouvoir. Donc, Démocrite pense qu'il y a du vide. Et d'autre part, il faut qu'il y ait dans ce vide eh bien, des choses qui se composent, qui se décomposent, qui se recomposent. Et il prend l'image, comme chacun sait, des lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet grec, qui sont au nombre de 23, si je me souviens bien, et qui, en se combinant de toutes les façons possibles et imaginables, vont former tous les mots et toutes les phrases possibles et imaginables. Et donc, c'est comme ça que Démocrite arrive à l'idée de l'atomisme. Les atomes, qui sont en gros les éléments de la matière, plus le vide, plus le mouvement. Et à partir de là, si vous avez ces trois choses, eh bien, vous avez du même coup l'ensemble des corps existants. Du même coup, les disciples de Démocrite, qui sont les atomistes antiques, à savoir d'abord Épicure, en grec, puis Lucrèce, en latin, le faculté natura rerum, de la nature des choses, vont effectivement travailler sur cette idée. On retrouve chez Lucrèce des anticipations fulgurantes d'un point de vue effectivement philosophique. Ce n'est pas encore la révolution chimique, mais ce sont les bases conceptuelles, si l'on peut dire. D'abord avec cette idée que, dès le premier livre du De Natura Rerum, que rien ne naît de rien et que rien ne retourne au néant. Et que par conséquent, il n'y a pas dans l'univers de création de substance, ni de destruction, qu'on ne peut pas ajouter un atome ou retrancher un atome à l'univers. Ça, c'est, on en avait parlé, l'acéité de la matière. Voilà, c'est l'acéité de la matière. Et donc, ce sont les formes de la matière qui changent, mais la matière elle-même reste identique, se conserve, en quelque sorte. Même pour ce qui est de l'énergie. Lucrèce va jusqu'à, il n'emploie pas le mot d'énergie, mais il nous dit bien que finalement, la somme des forces reste constante. C'est d'ailleurs pour ça que Démocrite, Lucrèce ont été persécutés, enfin, en tout cas leurs partisans, hein, pendant très Oui, longtemps, et vraiment tenus sous le oui, poisson. oui, bien sûr, surtout au Moyen-Âge, lors de la domination absolue de l'Église ou des Églises, effectivement, leurs écrits étaient considérés comme athées et comme, par conséquent, dangereux pour la religion. J'ai pu lire un livre de Luciano Canfora qui montre bien que Lucrèce était censuré dès l'époque de Cicéron. En fait. Ah bon, eh ben voilà, je l'ignorais Ça pourtant. commence là, et bien sûr, il Oui, parle après de tout le Moyen-Âge. Mais voilà. oui, oui, et pourtant, en même temps, Et Démocrite, on le connaît que par fragments, justement, parce que tellement oui, c'est oui, 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 par les citations des autres. Oui. mais bien sûr, bien sûr. Alors que Sénèque cite abondamment les épicuriens, donc la censure n'a pas dû être quand Ouais. même très efficace. Mm. Alors effectivement, on a donc cette idée dès le départ de la conservation des masses et Lavoisier est lui-même influencé par la philosophie antique, par l'atomisme antique. Par conséquent, il y a une sorte d'imbibation dans le climat intellectuel général qui va permettre d'arriver à cela. Je signale tout de même qu'au passage, il y avait eu la révolution copernicienne proprement dite, et dans le cadre de la révolution copernicienne, notamment le travail de Descartes, dont on avait parlé à propos de physique, qui lui aussi avait une certaine idée de la conservation du mouvement. Dans le cadre de l'univers, c'est la fameuse idée que, bon, il y a bien un acte de création, Dieu crée le monde, mais il le crée comme une sorte d'horloge. Cette horloge, eh ben, il lui confère un certain mouvement, et ce mouvement, eh bien, quand on le considère à l'échelle de l'univers tout entier, ne se perd jamais, n'augmente ni ne se perd jamais. C'est l'idée, à partir de là, on va dériver vers ce qu'on appellera de façon plus moderne le principe d'inertie, et qui va dans le même sens que ce qu'on découvre au niveau chimique, c'est-à-dire la conservation, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, si je peux me permettre, quelque chose qui est absolument fascinant chez Lavoisier, parce que justement lui aussi participe d'un véritable saut qualitatif, c'est quand ou dans les travaux qui se rapprochent de ceux des physiocrates, il montre très bien, c'est un rapport qu'il fait pour le royaume, il dit la banalité des charges s'oppose à la perfection des boutures. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a vu une dialectique entre les forces productives et les rapports de production.
D'accord, d'accord. Oui, Absolument marxiste, on dirait le texte de oui, 1859, d'autant l'introduction. que c'est voilà les contradictions de Lavoisier aussi, qui était fermier général, Ah oui, oui, effectivement. Mais c'est qui a vrai que porté les tout le monde parle méthodes. de ça dans un sens anti-marxiste, alors qu'en fait, enfin anticommuniste, hein, Oui, c'est oui, sûr. En fait, il a pas été condamné parce que savant, mais parce que fermier général. Bon, mais en même temps, la République, c'est précisément le fait que tout le monde est égal devant la loi. Donc, ça aussi, on oublie un petit peu ça. oui, Mais c'est vrai qu'on oublie ce caractère absolument, c'est fulgurant. En plus, la banalité des charges s'oppose à la perfection des boutures. oui, Donc, cette phrase, il l'a vraiment prononcée. C'est beau comme du mal armé et presque et aussi beau comme du Marx que du Marx. oui, Voilà. oui, oui, c'est magnifique comme formule, en effet. Alors voilà, donc les choses vont dans le même sens. Ensuite, chez Dalton, qui est le deuxième grand auteur, à mon avis, de l'histoire de la chimie, qui va mettre en évidence en fait bon, les bases de l'atomisme moderne. Hein, et ensuite chez Mendeleïev, donc un chimiste russe, qui lui va avoir le génie de classer les éléments chimiques et de les classer d'une manière progressive, mathématique, dans le fameux tableau périodique des éléments que nous nous souvenons tous d'avoir vu, je pense, dans les salles de physique et de chimie de notre belle jeunesse, quelque part. Et là, on va C'était voir qu'il y a, 1869, c'est 2 ans après le premier tome du Capital. Hein, donc on est... voilà, c'est une grande époque productive et tu as bien fait de rappeler par ailleurs, c'est peut-être la quatrième date, enfin peut-être le quatrième grand moment de la chimie, effectivement, le fait qu'à travers des gens comme Schorlemer, justement, dont tu as parlé tout à l'heure, qui était un ami de Marx et d'Engels, eh bien, on voit apparaître la chimie organique, c'est-à-dire la chimie qui va permettre de comprendre les bases, puis peut-être l'origine du vivant, et donc de comprendre comment, à partir du chimisme, c'est-à-dire des phénomènes chimiques, eh bien, l'on peut arriver à produire des phénomènes biologiques. Bon, j'anticipe un peu, mais en tout cas, ça permet de montrer qu'il y a une histoire de la chimie, qu'elle est rationnelle, qu'elle n'est pas constituée uniquement d'aléas, de coups de génie, etc., de choses de ce genre. Alors ça, c'est donc le premier élément. Et à partir de là, ce qui est nécessaire, c'est de montrer cette parenté entre la chimie et les mathématiques. Je dis quelque part que la chimie est une sorte de mathématique de la matière, comme en sens inverse, les mathématiques sont une chimie de l'esprit, quelque part, hein, puisque nous avons vu à propos des mathématiques, dans la vidéo qui a été consacrée à ce chapitre de Lumière commune, nous avons vu que le formalisme des mathématiques ne s'oppose pas à leur matérialisme, puisque tout au contraire, c'est grâce à ce formalisme qui permet que ce qu'on écrit en haut d'un tableau se retrouve à l'équivalent en bas du tableau, à l'issue des calculs, par exemple, que l'on peut retrouver le principe rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, bien que, évidemment, les différentes formules qui se succèdent sur le tableau ne soient pas les mêmes les unes que les autres, sinon elles ne serviraient à rien. Donc, on a bel et bien un changement de forme des formules, une reformulation, comme il y a des retransformations en chimique, et on a aussi, bien sûr, une conservation, sinon le calcul serait faux et n'indiquerait en rien la solution du problème que l'on cherche. Donc, d'une manière générale, on a ici une sorte de parallélisme. Et quand il y a mathématisation de la chimie, ce n'est pas au détriment de son matérialisme, mais on voit bien au contraire que c'est un triomphe du matérialisme. De la même façon, je peux dire que, si vous voulez, si l'on veut, la chimie éclaire rétrospectivement les mathématiques. Il y a une phrase de Marx qui dit que l'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe. Autrement dit, que l'on voit mieux sur les formes développées ce qui était déjà présent dans les formes plus simples, mais qu'on n'apercevait pas. Et de la même façon, on peut voir, grâce à la chimie, davantage combien les mathématiques sont en réalité matérialistes, bien que dans l'histoire des sciences et dans la nature même de leurs objets, les mathématiques soient en quelque sorte plus simples que la chimie. Plus simple, non pas au sens de plus facile, mais plus simple au sens que bon, voilà, elles apparaissent en premier et qu'elles ont leur propre logique, indépendante évidemment de tout ce qu'on fait dans le domaine de la chimie, ce qui n'est pas vrai en sens inverse. La chimie obéit aux lois mathématiques. Donc voilà, c'est asymétrique en quelque sorte. Alors ça, c'est donc le deuxième point sur ce que j'appellerais chimisme et mathématisme.
Tu voulais ajouter quelque chose? Oh non, je voulais simplement. J'ai fait la bêtise de citer Lavoisier et quelque chose qui n'avait pas grand-chose à voir avec la chimie. En plus, je me suis trompé dans la citation. Donc, je veux dire, c'est la banalité des moulins s'oppose à la perfection des moutures. Voilà. Donc, des moulins, c'est comme on disait, le four banal, les moulins, mais c'est certainement pas les charges. Ah oui, je ne connaissais pas la citation, mais elle me paraissait, même dans la forme que tu avais donnée, elle me paraissait oui, intéressante. Parce que oui, passer du domaine des impôts, c'est comme ça que je l'avais compris, c'est ça, du domaine exactement. des impôts au domaine, moi je l'avais entendu avec l'idée que Voilà. Lavoisier était fermier général. Donc j'étais totalement pétrifié par cette idée, mais bon, d'avoir fait d'une grosse bêtise, mais bon, bah, c'est aussi le fait qu'on est en direct, et voilà. Et effectivement, donc, tu parlais du fait que bon, bah, chimie et mathématiques ont partie liée, et à un moment, tu parles même tu cites même Bitsakis en disant qu'il y a des faits scientifiques qui sont des faits philosophiques. Euh, Oui, oui. est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ça, en fait, justement? Eh bien, à mon avis, d'une certaine façon, on peut avancer le paradoxe que le plus grand philosophe matérialiste de langue française, ce n'est pas comme on pourrait le penser Diderot, bien que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais Lavoisier, précisément. En ce sens qu'il ne faut pas confondre la philosophie et le philosophique. La philosophie ne fait que donner une forme, comment dire, consciente, conceptuellement affirmée à l'élément philosophique qui existe par ailleurs objectivement. C'est ce que dit Gramsci par ailleurs. Il existe une philosophie spontanée de l'existence, mais aussi philosophie spontanée des sciences. Et donc le philosophe, l'épistémologue, etc., doit rendre consciente cette philosophie qui est déjà présente dans le corps des sciences. Donc, lorsque Lavoisier en arrive à l'idée que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il porte un coup fatal au créationnisme, au magisme. Et l'on peut dire ici que Lavoisier, c'est l'anti-magicien, si l'on peut dire. C'est l'homme qui vous explique qu'effectivement, quand vous sortez un petit lapin d'un chapeau de forme, c'est que quelque part, soit le lapin y était d'abord, soit les éléments qui ont construit le lapin y étaient, et que donc le coup de baguette magique, en réalité, la réaction chimique, a simplement produit la catalyse, en quelque sorte, des éléments présents dans le chapeau. Donc, c'est un événement philosophique majeur. On pourrait le montrer, si l'on voulait, si on voulait revenir en arrière sur la rupture épistémologique qu'a produit Galilée dans le domaine de la physique, ou la rupture épistémologique qu'ont produit les anciens Thalès, Pythagore, Euclide, avec la démonstration, et donc avec le fait que l'on prouve bien que si A est égal à B, que B est égal à C, A est égal à C, ça revient au même, ça revient quelque part à dire la même chose, mais cette fois-ci sous une forme logico-mathématique, si l'on peut dire. Bref, à chaque fois qu'il y a une révolution épistémologique, c'est-à-dire qu'une science apparaît comme telle et véritablement, comme par exemple pour la science de l'économie capitaliste avec Marx, on a un événement philosophique. Et inversement, les deux choses peuvent marcher dans les deux sens. C'est aussi parce que Marx est un grand lecteur des matérialistes et qu'il a fait sa thèse, si je me souviens bien, sur Épicure, sa thèse de jeune philosophe sur Épicure, qu'il est particulièrement armé pour ensuite, effectivement, devenir le fondateur d'une science matérialiste de l'économie ou d'une science matérialiste des processus historiques. Donc, à partir de là, et on va retrouver d'ailleurs aussi chez Marx, dans le matérialisme historique, mais j'y reviendrai tout à l'heure, des éléments de combinatoire. Bon, donc, éléments philosophiques à distinguer de la philosophie, bien que les deux soient liés. En gros, ça veut dire que souvent l'élément philosophique est présent dans les sciences, mais de façon spontanée, non consciente. Et c'est pour ça qu'on a besoin de philosophes, quelquefois pour l'anticiper, quelquefois pour suivre, quelquefois pour être une seule et même personne, comme dans le cas de Marx, qui provoque à la fois une révolution philosophique et une révolution scientifique. C'est pour ça qu'il est si important, me semble-t-il, dans l'histoire de la philosophie, et que même il est important pour comprendre l'histoire de la philosophie, centralement. Tu dis qu'il y a donc fusion tendancielle du concept scientifique de matière, du concept philosophique de matière, si on comprend bien les choses, en fait. Il faut à la fois les distinguer, converger. Oui. Alors là, moi, je dirais plutôt que c'est dans le domaine de la physique des particules et de la cosmologie que s'opère cette fusion tendancielle de la catégorie de matière. On parle de la matière déjà chez Aristote, chez Leibniz, etc. Bon, elle vient à maturité, cette catégorie, en convergeant, en confluant, si l'on veut,
vers l'étude du concept matérialiste de matière dans les sciences. Alors effectivement, de façon la plus centrale tout de même, lorsqu'il s'agit de cosmologie et de physique des particules, parce que là, on tente à toucher la matière dans ce cas-là de plus universel, de plus général, alors qu'on va le voir dans le domaine de la chimie, la matière se présente déjà sous une forme très particularisée. Donc, il y a un degré moindre, peut-être, d'universalité, puisqu'il y a eu des phases de l'univers où les réactions chimiques n'existaient pas. De même qu'on ne peut pas avoir un concept de matière parfaitement isolé et universel si l'on parle uniquement de la biologie, puisqu'il a existé et il existera sans doute des périodes de l'univers, ou en tout cas de notre partie de l'univers, où il n'existait pas d'être vivant et où il n'en existera peut-être plus. Donc, si l'on veut ici véritablement se situer du point de vue de l'universel, il faut prendre garde à tout cela. Alors, Parce que, effectivement, il me semble qu'à partir de ce que tu décris sur l'intuition de les profs de Lavoisier, en même temps, on ne peut pas en conclure que l'univers est une sorte de Lego avec des particules déjà données et que tout expliquerait sans la notion de saut qualitatif. voilà, c'est ça, effectivement. Il y a des sauts qualitatifs qui rythment, qui ponctuent en quelque sorte l'histoire de la matière. Le grand biologiste marxisant, comment s'appelle-t-il? Ah oui, euh, on ne connaît que lui. Stephen Jay Gould, voilà. Ah oui. Gould, voilà. Parlait en matière de théorie d'évolution d'une théorie des équilibres ponctués. Et il voulait chercher la synthèse dialectique entre ceux qui pensaient comme Darwin que l'évolution est continue, que ce sont des petits sauts, qu'elle se fait graduellement, et ceux qui pensaient au contraire qu'elle s'opérait en termes de catastrophes, comme par exemple Cuvier, qui du même coup était tellement catastrophique qu'il niait l'évolution, puisqu'il pensait qu'il y avait des créations successives. Non, il y a des équilibres ponctués. Eh bien, on peut retrouver, peut-être, hein, c'est une hypothèse que je fais, on peut retrouver cette notion d'évolution par équilibre ponctué lorsqu'on étudie l'histoire générale de l'univers, le grand récit de l'univers. Mais bon, je dis cela à titre purement hypothétique, je n'y ai pas plus réfléchi que ça. Alors, cela étant, effectivement, donc, le deuxième point sur lequel, le troisième, pardon, sur lequel on pourrait peut-être s'arrêter quelques instants, c'est ce que deviennent les notions philosophiques, les catégories, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est la philosophie. Ce n'est pas la chimie en tant que telle. Je n'ai pas la prétention d'être chimiste. Ce sont les notions philosophiques telles qu'elles sont transformées par les pratiques scientifiques. Et donc, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est cette idée que j'ai avancée tout à l'heure de la relativité de l'élémentaire. Dans le domaine de la chimie, on a effectivement un tableau des éléments chimiques. Les éléments chimiques, ce sont ceux du tableau de Mendeleïev, du tableau dit périodique de Mendeleïev, où les éléments chimiques sont classés du plus simple au plus complexe à partir du nombre de protons que comporte leur noyau. Alors, Mendeleïev, lui, il ne savait pas encore qu'il y avait des protons et des neutrons, mais il a tout de même trouvé le principe de ce qu'on appelait le nombre atomique. Et donc, en fait, il a réellement compris, il a pigé, quoi. Il a compris comment classer les différents éléments. Mais bon, pour la chimie, effectivement, les différents éléments qui vont donc de l'hydrogène aux éléments les plus complexes du côté de l'uranium, par exemple, eh bien, ces différents éléments sont bel et bien comme les briques, comme des Legos, en quelque sorte, quand on a joué petit ou mécano, je ne sais trop quoi, pour ma génération, c'était plutôt le mécano, eh bien, on s'aperçoit effectivement ici que, bon, voilà, ils sont indécomposables. Quand vous jouez avec vos Legos, vous les prenez comme tels. Et puis, vous les composez et vous allez, comme ça, fabriquer des molécules. Et après des molécules encore plus complexes, comme on peut fabriquer des éléments de mécanique, puis ensuite les adapter les uns aux autres, et ainsi de suite à l'infini, une sorte d'emboîtement qui est en droit quasi infini. Je dis quasi infini parce que ce n'est pas le cas. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, au moins en première analyse, on peut dire ça. Mais d'un autre côté, bien sûr, ces éléments ne sont élémentaires que du point de vue de décomposition moléculaire. Ils ne sont donc que relativement élémentaires, puisque par ailleurs, on sait depuis maintenant le début du XXe siècle pratiquement, notamment les travaux sur la radioactivité, notamment les
les travaux de Becquerel, on dit toujours Curie, mais c'est principalement Becquerel, que je sache, qui a dégagé les principes de la radioactivité en général. Et donc, on peut effectivement savoir que le noyau de l'atome, et donc les atomes, d'abord les atomes sont décomposables, puisqu'on peut leur arracher des électrons, et puis les noyaux de l'atome sont eux-mêmes décomposables, on peut les fracturer. Et donc, ils se fracturent d'ailleurs tout seuls dans la réalité matérielle, dans la nature, puisque la radioactivité est un phénomène naturel, pas simplement un phénomène, disons, provoqué par l'homme dans des conditions données. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, ces éléments ne sont plus éléments, ils sont plus élémentaires. Et là, on voit, par exemple, se dessiner en deçà donc, des éléments chimiques proprement dit, on voit se dessiner donc toute une théorie du noyau, hein, de l'atome, d'une part, de la décomposition de l'atome, et donc des noyaux également. Et du même coup, on peut voir non seulement comment on peut passer de façon purement classificatoire et mathématique en suivant l'ordre des nombres, hein, du 1 au 130 et quelques, on peut voir simplement cela, bien sûr, dans le tableau périodique, mais on peut aussi provoquer le passage d'un élément à un autre dans la réalité in re, comme diraient les scolastiques du Moyen-Âge, réalitaire, et réaliser ce que l'alchimie ne cessait de rêver, c'est-à-dire la transsubstantiation des éléments. Et donc, non, à partir du plomb, produire de l'or, enfin, tout au moins théoriquement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un passage des éléments les uns vers les autres, passage qui s'opère dans des conditions naturelles ou dans des conditions provoquées en laboratoire, mais d'abord dans des conditions naturelles, par exemple dans ces réacteurs énormes que sont les étoiles, qui sont des machines à concasser les atomes d'hydrogène qu'elles comportent, l'hydrogène étant l'élément le plus simple, celui qui ne comporte qu'un proton et qu'un électron, hein, et donc à fabriquer des éléments plus lourds, de l'hélium en particulier, puis ensuite, lorsqu'on a affaire à des étoiles encore beaucoup plus massives, ou à des supernovas, lorsque les étoiles en fin de vie finissent par éclater, par la production d'énormes molécules, quoi, qui sont d'énormes éléments chimiques qui sont bien utiles par la suite pour fabriquer les éléments de la vie, les matériaux de la vie. Bon, retenons simplement ici, pour ne pas trop s'embrouiller, que par conséquent, il n'y a qu'une relativité de l'élémentaire. Élémentaire pour qui, mon cher Watson, hein, quelque part. Et donc du complexe aussi. Il n'y a pas de l'élémentaire ou du complexe en général, mais il faut toujours spécifier et dire dans quel domaine on se trouve pour savoir ce qui est élémentaire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut constater que ce lien entre l'élémentaire et le complexe, on va le retrouver dans différentes sciences à différents degrés, que ce qui est élémentaire pour une science ne l'est pas pour une autre, et ainsi de suite. Par exemple, ce qu'on appelle dans le domaine de la physique de l'infime, de la microphysique, si l'on veut, la chromodynamique quantique. La chromodynamique quantique, eh bien, c'est aussi une façon de composer à partir des quarks, ce qu'on appelle les quarks, qui sont des éléments bien plus petits que ne sont les atomes, effectivement, eh bien, tous les noyaux possibles et imaginables, la chromodynamique quantique. Et ici, il y a une sorte d'image qui est faite avec les couleurs, puisque la chromodynamique quantique, il y a un mot chromo qui vient du chromos, en grec, la couleur, et donc avec les quarks de différentes couleurs, entre guillemets, évidemment, il n'y a pas de couleur des quarks, hein, comme par exemple les couleurs élémentaires dans le domaine de la peinture, avec le rouge, donnez-moi le rouge, le jaune et le bleu, je crois, hein, ce sont les trois couleurs, comment dit-on en peinture, c'est pas élémentaire. Oui, si. Enfin, bon, les trois couleurs de base du peintre, quoi. Eh bien, on peut composer tout ce qu'on veut avec le rouge et l'orange. Le jaune, on va faire l'orange, avec le rouge et le bleu, on va faire le violet. Et toutes les nuances ainsi vont pouvoir rationnellement être recomposées, c'est-à-dire que l'infinie diversité du spectre des couleurs va pouvoir être produite quelque part. Alors, on pourrait trouver ça aussi en aval de la chimie, par exemple, effectivement, dans la théorie génétique de Mendel, on va retrouver les gènes, hein, qui, en se combinant de différentes façons, vont produire les phénotypes tels qu'on peut les connaître
Et dans le domaine, par exemple, de l'étude des sociétés, Lévi-Strauss a montré en ethnologie que si l'on possédait certains éléments donnés qu'il va préciser, eh bien, on va pouvoir ensuite produire ce qu'il appelle les structures élémentaires de la parenté. Donc, à chaque niveau, évidemment, son élémentarité propre, quelque part. Je dis ça parce que ça permet aussi d'éviter de rencontrer trop brutalement la question de savoir, comme le croyait, comme le faisait Démocrite. On voit bien ici qu'on n'est plus dans Démocrite, qu'il y a des éléments On n'est plus dans l'atome, oui, élémentaires absolus, donc insécables, véritablement. Atomos veut dire en grec insécable, qui ne peut pas être coupé, individu, trait d'union, hein. Et donc qu'à partir de là, effectivement, il y a soit le simple, soit le compliqué. Ben non, le simple d'un certain niveau, le compliqué d'un certain niveau, et ainsi de suite. Et comme le dira Lénine, il n'y a l'électron est aussi inépuisable que l'atome. Que l'atome. Bon, ça, effectivement, d'un point de vue, disons, épistémologique du moins, parce qu'après, il faut regarder plus en détail. Enfin, bon. C'était assez visionnaire à son époque, même, d'une certaine manière. Oui. Oui, c'était assez visionnaire pour son époque, puisqu'effectivement, cela voulait dire qu'il y aurait bien d'autres surprises après la découverte de l'électron, qu'on n'était pas au bout de nos peines, et que même la découverte du noyau de l'atome n'était qu'une étape vers la découverte des éléments composant le noyau de l'atome. Aujourd'hui, bon, quand on étudie la chromodynamique quantique, on étudie par exemple les forces de liaison dites interactions fortes, hein, qui permettent effectivement de voir comment les quarks, les particules véritables, on a bien dû inventer le mot particule, hein, pour aller au-delà de l'atome, sont comment l'électron lui-même est une particule, en réalité. Maintenant, même la particule, on essaye d'aller au-delà, savoir si effectivement elle est véritablement élémentaire. Est-ce qu'on doit dire particules élémentaires? C'est au moins une question. Alors, cela étant, à partir de là, on peut développer les éléments de base de la chimie. Moi, la chimie, je la trouve très sympathique pour se former au matérialisme, parce que quelque part, elle donne un petit peu toute la boîte à outils, si l'on peut dire. On a vu que pour ce qui est de la physique, c'est beaucoup plus compliqué, puisque la physique est un état cherché, en quelque sorte, sa théorie unificatrice. Elle est divisée entre les relativistes et les quantiens, si j'ose dire, hein, quelque part, et il faut chercher une métathéorie qui permette d'unifier ces deux théories. C'est passionnant, c'est stimulant, etc. Mais bon, c'est compliqué aussi, et il y a de quoi s'égarer en permanence, et même les physiciens, quelque part, s'égarent eux-mêmes et débouchent sur des conceptions complètement irrationalistes, comme on l'a entrevu, et notamment en cosmologie. Mais en chimie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu les concepts de base et la façon dont ils s'agencent. Et donc, c'est intéressant pour justement la boîte à outils du matérialisme, quelque part. Et donc, je dirais que la contradiction de base, puisque nous sommes dialecticiens, la contradiction de base de la chimie, c'est effectivement celle de la qualité et de la quantité de ce qu'indique la formule de Lavoisier. C'est-à-dire, le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, à savoir conservation de la quantité, ici la quantité des masses, et donc de la transformation qualitative, puisqu'évidemment, à l'issue des réactions chimiques, les propriétés des objets ne sont plus les mêmes, elles diffèrent qualitativement, sinon, évidemment, on serait resté platement au point de départ, il n'y aurait rien à dire de spécial. Hein. On ne fait de science que par rapport au mouvement et au changement de la matière. Donc, il y a bel et bien une transformation qualitative à travers une conservation quantitative. Sinon, sinon on sait qu'on s'est trompé. Hein, s'il manque des éléments à l'appel, s'il manque quelque chose à l'appel, on sait qu'on s'est trompé, on sait que dans l'expérience, il y a eu des fuites, quelque part. Et donc, on n'a pas réalisé le programme d'Engels, dont on peut penser qu'il a en tête Schorlemer et la chimie, quand il dit que le matérialisme est l'étude du réel sans addition étrangère, quelque part. Mais c'est vrai qu'on sait que Hegel était fasciné aussi par la chimie, il lui accorde une place très importante, et c'est vrai que son concept de Aufhebung, le supprimer, conserver, effectivement, rappelle quelque part cette conservation des éléments. Oui, moi je pense qu'on peut parler plus que de dialectique, de diachimie, quelque part, quelque chose comme ça. La dialectique est une chimie,
une chimie du concept, si l'on veut, mais peut-être plus généralement une chimie au sens général de l'être. Donc, c'est ce qui est une logique, au fond, hein, une logique aussi, au sens large du terme, une grande logique, quelque part, est une sorte de logique de l'être, d'ontologique, comme nous avions dit la fois précédente. Alors, on a donc ce couple de base, hein, dont je viens de parler, qui est le rapport qualité-quantité, quelque part. On a la notion de négation de la négation de façon assez flagrante, à travers en particulier le tableau périodique des éléments, parce que s'il est périodique, c'est que dans la même colonne du tableau, on retrouve des éléments communs, bien qu'on soit à un niveau de complexité supérieur. C'est-à-dire que quand on évolue dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, on voit se manifester, colonne après colonne, en fonction des nombres atomiques, comme on dit, le principe de la négation, c'est-à-dire de la reproduction du même à un niveau plus élevé. Donc, pas besoin ici de l'inventer, c'est pas pour rien que Kedrov, qui est un artiste de la classification des sciences, est aussi un chimiste de formation et un spécialiste de l'étude du tableau de Mendeleïev. Le tableau de Mendeleïev, qui évidemment à notre époque est bien plus expliqué qu'il ne pouvait l'être à l'époque de Mendeleïev, puisque nous disposons maintenant de la microphysique et de la mécanique quantique pour comprendre les éléments de base. Alors ensuite, il y a aussi... Eh bien... Attends, juste une question. Sur la négation de la négation, c'est quelque chose qui a fait des débats, y compris chez certains marxistes. Je voyais même Lukács, à la fin de sa vie, essayer de contester cette notion. Donc, il n'y a pas que chez les althusériens, en règle générale, ni la dialectique, mais c'est quelque chose qui a toujours fait débat. Alors, pourtant, par exemple, on dit l'expropriation des expropriateurs, c'est bien dans le Capital, donc il y a bien des phénomènes. Mais comment est-ce que... je pense qu'il y a des gens comme Adorno qui parlaient toujours de dialectique négative, en disant que le concept de négation de la négation, avec un côté... on passait à quelque chose qui n'était pas quelque chose d'illégitime. Est-ce que tu pourrais la justifier, disons, en droit, en quelques minutes, si c'est possible? Oui, alors bon, là, il faut sortir du domaine de la chimie, parce que la négation de la négation est une catégorie d'une extrême généralité. Donc ici, je ne le ferai pas de façon philologique, je le ferai tout simplement de manière logique, enfin à partir de la logique elle-même. Si l'on comprend ce que c'est que la contradiction et qu'on admet la contradiction et le principe de contradiction tel qu'il est interprété par la dialectique, on ne peut qu'adopter la négation de la négation, car la négation de la négation, c'est la forme développée du principe de contradiction. En réalité, alors le principe de contradiction, c'est quoi? C'est que il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas au même sujet en même temps et sous le même rapport, hein, selon la formule d'Aristote, effectivement. Alors, du même coup, en gros, A ne peut pas être non A. Donc, du même coup, on a ici l'exclusion du tiers, hein, le principe du tiers exclu qui s'en déduit, semble-t-il. Bon. Alors, l'interprétation, on est tous liés par ça. Quand on parle en ce moment, on est tenu à respecter le principe de non-contradiction et de ne pas dire qu'un jeune vieillard assis sur une pierre en bois est en train de lire son journal qui tient à l'envers, etc. Enfin, des choses comme ça. Hein. Mais du coup, ce principe de non-contradiction, il ne faut pas l'interpréter pour autant, et c'est là qu'il y a souvent dérapage vers la métaphysique, d'une manière fixiste et immobile, en disant, ben voilà, un chat n'est pas un chien. Bon, une épée est une épée, ce n'est pas un bouclier, et ainsi de suite. La vertu, le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Ça, c'est l'approche plate, métaphysique et fixiste du principe de non-contradiction. Mais quand on regarde de près le principe de non-contradiction, on s'aperçoit que ce qu'il affirme, et c'est ce que dit très clairement Hegel dans la grande logique, hein, il le répète de 106 façons dans les trois grands tomes, dans l'être, dans l'essence et le concept. Hein. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on dit quand on dit que A est A et que A n'est pas non A? On dit justement que A n'est lui-même qu'en n'étant pas ce qu'il n'est pas. Et donc, quel est le centre, quel est le cœur du principe de non-contradiction? C'est le concept de limite. C'est ce que disait déjà Spinoza, de façon peut-être plus spontanée que tout à fait consciente, dans la formule bien connue, toute détermination est négation. Lorsque je me détermine, lorsque je m'affirme ceci ou cela, j'affirme ne pas être ce que je ne suis pas. Et donc, je suis bel et bien ici dans la polarité, dans l'unité des contraires, dans le fait qu'ils sont
collés l'un à l'autre, comme aurait dit Platon dans le Philèbre, lorsqu'il parlait du plaisir et de la douleur, par exemple, et donc, en ce sens, indissociable. Mais à ce moment-là, il se trouve que le lien entre A et non A est un lien dynamique. Et je dis quelquefois que c'est un lien de négation. Il faut faire entendre le C, quelque part. La négation n'est pas quelque chose de plat, c'est quelque chose de dynamique, c'est un acte, hein, quelque part. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a lutte entre les contraires. Et cette lutte entre les contraires, qu'il est définie tout autant, fait que voilà, les contraires ne peuvent se battre l'un contre l'autre qu'en assimilant ce que comporte l'autre. Et donc, à partir de là, apparaît la négation de la négation, puisque chacun des deux contraires, pour exister, et l'existence n'est pas plate, c'est pas être enfermé dans un tiroir, quelque part. L'existence, c'est précisément cet acte de lutte avec ce qui n'est pas moi pour être ce que je suis, quelque part. Eh bien, me fait, comme on le voit sans arrêt banalement en biologie, assimiler, c'est le métabolisme par exemple, ce qui est à l'extérieur de moi. Là, on retombe dans la chimie d'ailleurs avec des échanges de substances, des substances chimiques, de substances chimiques, et à partir de là, effectivement, donc, me développer et donc devenir autre que moi. Et par conséquent, si l'on accepte véritablement, si on ne fait pas semblant d'accepter la contradiction dialectique et dire oui, j'accepte la contradiction dialectique, mais je n'accepte pas la négation de la négation, eh bien, on accepte la négation de la négation. C'est, comment dire, c'est dans le paquet, quoi. Compris, oui. Voilà, c'est compris dans le prix, quelque part. Je dirais même que c'est encore une fois l'illustration du principe. Quand Marx nous dit que l'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe, il nous dit que la forme développée de la contradiction dialectique, c'est la négation de la négation, et que l'on ne peut pas comprendre la contradiction dialectique elle-même sans passer d'abord, en quelque sorte, si l'on peut dire, c'est une façon de parler, bien sûr, puisqu'il n'y a pas une espèce de chronologie, mais la négation de la négation est la clé de la contradiction dialectique, et non pas l'inverse, quelque part. C'est parce que c'est la forme développée. Hein. Et bon, voilà, si vous pouvez donner beaucoup d'exemples en la matière. Il me semble, moi, qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que bien souvent, les dialecticiens matérialistes ne comprennent pas suffisamment que la dialectique n'a pas à chercher je ne sais quelle contradiction illogique qui viendrait donc en quelque sorte déborder sur sa gauche la contradiction classique, la contradiction formelle, en trouvant dans le réel des espèces d'impossibilités qui existeraient physiquement. Par exemple, chez certains admirateurs de Lucien Sèvres, on a un peu ça, l'idée qu'il y a des contradictions brutes, comme ça, en ce sens irréductible et de ce fait complètement incapable de comment dirais-je, de se dépasser. Donc, du coup, voilà, ils ont durci à l'excès la notion de contradiction et ils ont, du même coup, liquidé la notion de négation de la négation. Non, pourquoi pas? Pourquoi vouloir ici à tout prix faire le contraire du trajet qu'on fait Hegel et Engels, c'est-à-dire fluidifier la nature, fluidifier la compréhension de la nature, arriver à saisir véritablement comment sans arrêt on passe de quelque chose à quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Ce qui est admirable dans la logique de Hegel, c'est cette fluidité précisément. C'est qu'on a Bergson plus la rationalité, quelque part. Et donc l'évolution créatrice, mais une évolution créatrice qui n'est pas magique, qui n'est pas, qui ne tombe pas de je ne sais quelle intuition divine ou humaine, quelque part, qui est bel et bien dans la dynamique logique. Le logique est dynamique. Quand on dit le matériel, le rationnel est réel, le réel est rationnel, hegelienne, on doit dire le réel est dynamique, le logique est dynamique et le dynamique est logique. Et alors, pour en revenir précisément à la chimie. Oui, pardon pour cette parenthèse, mais je pense que c'était nécessaire, y compris pour qu'on comprenne ce que tu vas dire maintenant. Oui, non, bien entendu, bien sûr. Alors, effectivement, donc l'un des moteurs de l'intelligibilité de la chimie, ce qui fait qu'elle n'est pas simplement descriptive. Bien que, bon, évidemment, quand on fait des expériences, on apprend quelque chose. Personne ne nie ça, personne ne nie le côté empirique de la chimie. Mais ce qui fait qu'elle n'en reste pas à ce que nous disent les néopositivistes, c'est-à-dire une simple description des faits, mais véritablement à une explication.
et donc à une intelligibilité, et donc à la rationalité du réel lui-même. C'est qu'elle s'ancre en profondeur sur les bases de ce qu'on pourrait appeler l'électromagnétisme. Au cœur de l'électromagnétisme, il y a une règle que tout le monde a apprise au lycée, c'est la règle des signes, hein, c'est-à-dire que des corps de signes identiques se repoussent et que des corps de signes contraires s'attirent. Il y a une sorte d'algèbre au cœur des processus chimiques, puisque pour finir, quand même, ce qu'on a appelé l'affinité chimique, hein, l'affinité dont parle Engels, effectivement, repose sur cela. Les corps ont autour, enfin les noyaux ont des électrons autour d'eux, ou manquent d'électrons autour d'eux, donc ils sont en dette, par exemple, d'électrons, et s'ils sont en dette d'électrons, eh bien, à partir de là, la charge du noyau étant positive, ils vont attirer des corps qui ont, par exemple, un surplus d'électrons ou des électrons libres qui se baladent ici et là, et ainsi de suite. Et on va voir que dans les réactions chimiques, il s'agit finalement de manifester cette espèce d'algèbre des signes électromagnétiques. Et donc là, le cœur de la chimie renvoie bel et bien à cette force centrale de la matière qu'est l'électromagnétisme. Et alors là, du coup, effectivement, on voit ce que j'annonçais par la suite, c'était le 4e point de mon plan, on voit du même coup qu'on ne peut pas concevoir la chimie d'une façon purement structurale, qu'il faut la concevoir de façon historique. Pourquoi je dis cela? Bon, alors, quand j'étais étudiant, j'ai donc travaillé sur la classification des sciences d'Auguste Comte, on en avait déjà un petit peu parlé, et chez Auguste Comte, l'emboîtement des sciences se fait de façon historique sur le plan de leur découverte, mais pas historique sur le plan de leur objet. C'est-à-dire que Comte n'a pas l'idée que, par exemple, le monde physique accouche, par certains procédés physiques à lui, du monde chimique, et le monde chimique du monde organique, et ainsi de suite. Les barrières ontologiques, il les casse, il les cache, il les occulte. Même, à la limite, il dit qu'elles n'existent pas. Ou en tout cas qu'on ne peut pas les connaître. Bon, eh bien, on pourrait penser que chez les marxistes, eh bien, ces différents niveaux s'enclenchent les uns sur les autres de manière télescopique et de manière historique. C'est-à-dire que, par exemple, le monde physique produit directement le monde chimique, qui produit directement le monde biologique, qui produit directement le monde vivant, le monde social. Eh bien non. Eh bien non, parce que, bien sûr, il faut que le monde physique se développe, le monde physique, le monde cosmophysique, au sens que nous avons déjà développé, dans cette espèce de grand récit du déploiement de l'univers depuis le Big Bang, par exemple. Et à partir de là, effectivement, on va voir que pour qu'il existe effectivement un monde chimique, il faut qu'il soit arrivé quelque chose au monde physique. Il faut que des événements se soient produits. Il faut en particulier que, par exemple, déjà, puisqu'on vient d'en parler, la force électromagnétique se soit dissociée des autres forces. On peut penser que dans les conditions du Big Bang où les énergies sont colossales, effectivement, les différentes forces sont encore fusionnées, de même qu'il n'y a pas encore de place pour les noyaux d'atomes ou pour les particules. Donc, on n'a pas encore de différenciation suffisante pour qu'il existe des phénomènes chimiques. Bon, pour qu'il existe des phénomènes chimiques, il faut que la règle des signes, celle que je viens d'énoncer à l'instant, puisse fonctionner. Et donc, la force électromagnétique se soit découplée, se soit dissociée de la gravitation, de l'interaction forte et de l'interaction faible, par exemple. Bon, donc déjà, premier élément. Et deuxième élément, surtout, pour que la chimie puisse évidemment avoir un sens intéressant pour nous, c'est-à-dire pour qu'on puisse construire le tableau des éléments de Mendeleïev, il faut qu'il y ait plusieurs éléments. Or, lorsque l'univers commence à se déployer, eh bien, il va produire en premier ce qui est le plus simple, c'est-à-dire des protons, par exemple. Un proton tout seul, c'est un noyau d'hydrogène. Et c'est un noyau d'hydrogène privé de son électron, si on peut penser les choses un peu à l'envers. Et donc, il n'y a pas grand-chose, au fond, dans l'univers comme élément chimique. Il y en a bien un, hein, c'est ce noyau d'hydrogène qui est si précieux, parce qu'il est à la fois, en quelque sorte, la base de la physique nucléaire, noyau, la base de la physique atomique,
hein, c'est l'atome le plus simple. Et bon, pour finir, le premier élément du tableau chimique. Il est tout ça, sans le faire exprès. Et donc, en réalité, il faut que ce noyau d'hydrogène soit travaillé, en quelque sorte, dans certaines conditions données, pour devenir ce qu'il va donner par la suite, c'est-à-dire pour donner tous les éléments du tableau chimique, du tableau de Mendeleïev par transformation, ajout, fusion successive. Et donc, effectivement, alors il y a aussi de l'hélium, hein, qui apparemment, l'hélium primitif, qui est formé par le tableau, par l'évolution primitive de l'univers. L'hélium, c'est compliqué, parce qu'il y a de l'hélium 1 et de l'hélium 2. Il y a l'hélium qui est fabriqué initialement par l'univers lui-même, et il y a un deuxième hélium qui, lui, va être fabriqué dans les étoiles. C'est là que la notion tout à fait centrale de corps individuels, dont parle Hegel dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, est tout à fait nécessaire. On ne passe pas d'une strate du tableau ontologique, du tableau épistémologique des sciences, à la strate suivante, uniquement de façon structurale. On y passe par ces espèces de goulets ontologiques, si j'ose dire, que sont la fabrication de corps spécifiques. En l'occurrence, ici, il faut les étoiles. Donc, il faut sortir de la physique de l'infime, il faut se dire que l'univers se développe. Qu'en se développant, eh bien, précisément, la force de gravitation va pouvoir produire des effets spécifiques, pendant que l'univers continue à se déployer dans l'expansion décrite par Hubble. Eh bien, il y a aussi dans des zones spécifiques de l'univers, à titre localement, des amas de poussière, de gaz, et ainsi de suite, qui vont donner naissance aux galaxies, aux amas de galaxies, etc. Et dans ces amas-là, il y aura la formation d'étoiles par condensation, de masses de gaz énormes qui s'effondrent sur elles-mêmes sous l'effet de la gravitation. Là-dedans, dans ce concassage de gaz que constitue une étoile en formation, il va y avoir démarrage des relations, effectivement, de fusion nucléaire, par exemple. Et petit à petit, les étoiles vont donc produire ici des éléments que l'univers tout seul, par lui-même, ne fournissait pas. Donc, c'est là qu'il y a de l'historique, en quelque sorte, qui surgit, et que les étoiles vont être, en quelque sorte, le banc d'essai, le laboratoire naturel, en quelque sorte, de la fabrication des éléments périodiques, des éléments de plus en plus lourds. Et dans les supernovas, qui sont les moments où les étoiles éclatent, enfin les étoiles en fin de vie, par exemple, là, on a même fabrication d'éléments très lourds, qui sont absolument indispensables à la fabrication de la totalité des pièces du tableau de Mendeleïev. Donc, la chimie elle-même, elle a en quelque sorte, elle a dans le coffre, si l'on peut dire, elle a dans son ADN toute cette histoire, non seulement de l'univers, mais des éléments astrophysiques. C'est l'astrophysique qui fait le lien ici entre le cosmologique proprement dit, c'est-à-dire l'univers tout seul, pris en tant que tel, et donc les éléments chimiques. On peut dire qu'on retrouvera la même chose en aval, en quelque sorte, de la chimie. Ce n'est pas la chimie toute seule, comme ça, il y a des éléments chimiques, et puis ils se combinent, et puis comme ça, quelque part, je ne sais pas moi, entre alpha du Centaure et la Terre, ou je ne sais quoi, eh bien, vont apparaître des éléphants ou des fourmis. Non, il faut pour cela encore des corps individualisés, dans lesquels vont se produire des macromolécules, par exemple, effectivement, les petits corps du système solaire, ou les planètes, effectivement, qui vont finir par leur histoire propre. Et là, il faut la géologie, il faut l'histoire de la Terre, l'histoire de telle ou telle autre planète sur laquelle il y aurait de la vie, pour arriver à comprendre comment la vie va pouvoir se synthétiser. C'est pour ça que Oparin, le grand biologiste soviétique, qui était en même temps, évidemment, un marxiste et un dialecticien raffiné, va bel et bien comprendre que la vie nécessite une histoire, qu'elle porte une histoire, elle porte son histoire, et que même les êtres de l'évolution sont aussi la réalisation de cette espèce d'histoire de l'évolution générale. Donc le structurel ne s'emboîte au structurel que par l'historique, quelque part. Et le général ne s'emboîte au général, un universel, si on veut, de puissance supérieure ne s'emboîte à un universel
de puissance inférieure que par le singulier, que par la production de ces corps singuliers que sont les étoiles, par exemple, pour produire les éléments lourds du tableau de Mendeleïev, ou les petits corps, les planètes ou les comètes, et l'histoire de ces petits corps pour produire le vivant. Donc, effectivement, ici, on avait bien de l'historique, véritablement. Donc, je crois que c'est intéressant de le voir, puisque même pour la conception du matérialisme historique, de l'histoire humaine, et ainsi de suite, on peut très bien concevoir qu'il n'y a pas un simple dialogue entre, bon, ou bien on est structuraliste, ou bien on est dialecticien. Il y a bien du structural. Il y a bien un passage du structural à un autre structural, puisqu'il y a des révolutions, et que quand on a une révolution, qu'elle soit d'ordre ontologique, antique, scientifique, ou qu'elle soit d'ordre proprement politique, sociopolitique, eh bien, il y a fatalement passage d'un certain type de structuration à un autre type de structuration. Toute révolution ou toute contre-révolution est une transstructuration, une perestroïka, comme diraient les Russes. C'est ce que signifie le mot reconstruction, transstructuration, en quelque part. Donc, on retrouve les éléments de base de l'indo-européen, perestroïka. Péri ou para, ou péri peut-être. Oui. Mais péri, tu peux dire autre. Et stroïka qui vient de construction. Stroïka, c'est la structure. Exactement, oui. Stroi, c'est le régime aussi en russe. Oui, voilà, c'est ça. Le régime lui-même, une construction. Et ça prenait vraiment mal son nom. C'est plutôt pour ça qu'il parlait déjà de Katastroïka à l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Alors, effectivement. Alors, bon, une fois qu'on a à peu près saisi ça, il me reste juste à expliquer ici un petit peu deux points qui étaient les deux derniers. C'était d'abord la question de l'analyse et de la synthèse. Et c'est ensuite la question, donc, pour y revenir au final, de la dialectique du combinatoire. Aussi bizarre. Je veux juste te dire, parce que peut-être pour annoncer, ce qu'on va voir aussi dans le chapitre sur la biologie, justement, tu veux expliquer l'origine peut-être chimique du vivant avec ses effets, effectivement, de saut qualitatif. Le but, c'est aussi d'éliminer toute approche créationniste, en fait, de l'origine de la vie. Et oui, bien entendu. Une question, parce que sinon, c'est toujours le magisme qui pointe le bout de son nez. Donc, je pense que... On va éviter toujours deux choses à la fois. D'une part, le magisme qui fait intervenir des créations de substances, et d'autre part, le réductionnisme qui, lui, fait disparaître les créations de formes. Parce que le matérialisme supprime les créations de substances ou les destructions de substances, vu que rien ne naît de rien et que rien ne retourne au néant, mais il ne fait pas disparaître du tout. Au contraire, il met en évidence les créations de formes. Il y a bien transformation. C'est pas, elles existent, les transformations. Les formes nouvelles sont des formes nouvelles. Je veux dire, à une certaine époque de l'histoire de l'univers, il n'y a pas de chimisme. À une certaine période de l'histoire de l'univers, il n'y a pas de métabolisme. Et à une certaine période de l'histoire de l'univers, il n'y a pas non plus, disons, de dialectique des forces productives et des rapports de production. Bon, donc il y a bien du nouveau qui apparaît. Il y a bien du novum. On n'est pas dans la négation totale. Enfin, bon, ce que Bergson voulait critiquer dans son livre L'évolution créatrice, c'était le réductionnisme matérialiste. Mais le matérialisme n'est pas réductionniste. Il ne réduit pas les formes parce que, justement, il réduit les créations de substances. Il y a bien unité de la substance et diversité de la forme. Ce préjugé contre le matérialisme, ça remonte à Auguste Comte, pour qui la matière, le matérialisme était la réduction au complexe au simple, en fait. Oui, mais bon, je pense quand même que c'est dans... On trouve cette critique un peu vulgaire du matérialisme déjà chez Platon, dans le Sophiste, qui est pourtant un dialogue très intelligent par ailleurs, et il décrit les amis de la Terre. Il ne dit pas les matérialistes, il dit les amis de la Terre. Il y a les amis des formes, donc les idéalistes, puisque forme, ça se dit idéa en grec. Et il y a les matérialistes, donc les fils de la Terre, qui veulent attraper les choses là, comme ça avec leurs mains, et ainsi de suite, donc un peu les grossiers personnages. Et donc, bon, on va retrouver cette critique du matérialisme un petit peu à toutes les époques, comme l'indique bien l'expression, être bassement matérialiste. Il est sous-entendu qu'être idéaliste, c'est élevé, alors qu'être matérialiste, c'est bas. Donc, c'est un vieux préjugé, un préjugé aussi vieux que les religions, en réalité.
Alors, quoi qu'il en soit, pour ce qui est de l'analyse et de la synthèse, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que bon, on pouvait aller dans le bon vieux temps, dans une pharmacie, par exemple, pour commander au pharmacien l'analyse d'un produit, pour voir de quoi il était composé chimiquement. Donc, l'analyse est une opération scientifique, et donc un acte qui relève de l'épistémologie, de la méthodologie. Et puis la synthèse. On peut aussi, effectivement, provoquer donc, des synthèses donc, chimiques. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que la chimie peut produire des corps, des substances, enfin, le mot substance étant peut-être mal employé à ce niveau-là, des substances chimiques, quoi, disons, qui n'existent pas dans la nature. Oui, mais ce que nous montre l'analyse de la chimie proprement dite et de ce qu'elle nous dit, de ses résultats, parce que finalement, dans une science, ce qui compte le plus, ce n'est pas ses méthodes, c'est quand même ce qu'elle trouve. Ce sont ses résultats, et c'est ce qu'elle dit, son contenu, pour finir. Et bien, dans son contenu, elle nous montre bien que l'analyse et la synthèse, ce n'est pas une invention du chimiste, c'est une invention de la nature. C'est la nature qui compose et qui décompose. Et donc, le scientifique ne fait en réalité, même quand il produit des expériences extrêmement intelligentes avec des bricolages et des procédés techniques, des dispositifs très élaborés, ne fait en réalité que reproduire et non pas produire. Bon, en gros, ici, je contredis un petit peu le thème bachelardien. J'ai commencé par un éloge de Bachelard, qui est un immense épistémologue, hein, bien Pour la entendu. rupture épistémologique, oui. Voilà, mais ici, je mets un bémol parce que souvent, lorsqu'il a développé le thème de la phénoménotechnique, c'est-à-dire de l'idée que la science est une production des phénomènes, eh bien, ça a été entendu et ces formulations sont suffisamment souples pour le laisser entendre qu'au fond, le savant produit son propre objet. Ben non, il reproduit. Alors, il produit son propre objet, mais en produisant son objet, si c'est un acte scientifique et non pas une fantaisie totale, une fiction, eh bien, il reproduit de manière outillée, de manière consciente, ce que la nature fait de manière inconsciente. Bon, à partir de là, bon, il démonte, au fond, il monte et il démonte. Quand on est petit, qu'on a l'esprit curieux, on essaie de savoir comment, je ne sais pas, quand j'étais gosse, j'avais, par exemple, démonté mon harmonica pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Je ne vous dis pas qu'ensuite, elle jouait aussi bien quand je l'ai remontée, hein, parce que c'était un peu compliqué de retrouver toute la souplesse de l'engin initial, mais bon, voilà, c'est un peu comme ça que cela fonctionne, en quelque sorte. Et la nature elle-même produit l'analyse et la synthèse, si bien que, comme on l'avait déjà vu à propos de Marx, et là, ça nous intéresse pour la suite des opérations, lorsqu'il est question de théorie de la connaissance, eh bien, le concret et l'abstrait, le concret qui est au fond la synthèse et l'abstrait qui est au fond l'analyse, existent bel et bien dans la réalité, indépendamment de l'homme, indépendamment de l'esprit, quelque part. Juste pour en revenir, une petite parenthèse sur Bachelard, il y a un livre sur la chimie qui s'appelle Le matérialisme dialectique. Et tu dis Matérialisme rationnel. rationnel, pardon, excuse-moi. Et tu dis qu'il est très mal nommé, en fait, dans son. Parce qu'à la fois, enfin, ça ramène peut-être à la polémique de Michel Vadé contre Bachelard. Enfin, est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse sur Bachelard, de l'utilité, des avantages et inconvénients de la pensée de Ah Bachelard? oui, alors oui, effectivement, alors, Bachelard emploie malicieusement, comme souvent chez lui, il y a des clins d'œil, etc., il emploie malicieusement l'expression matérialisme dialectique à propos de la chimie. Alors, le titre du livre, c'est le matérialisme rationnel, mais il y a, si je me souviens bien, j'ai lu ça il y a bien longtemps, mais enfin bon, il y a un chapitre qui s'appelle le matérialisme dialectique. Mais il n'emploie pas au sens de Marx. Hein. Enfin, bon, il montre qu'il y a une dialectique de la chimie, de la pensée chimique. Mais c'est une dialectique de la pensée chimique, essentiellement chez lui. Et donc, je ne suis pas contre, hein, je suis pas contre, sauf que je pense qu'il faut aussi aller au-delà de cette, comme je viens de le montrer, cette dialectique de la pensée. Que cette dialectique de la pensée reproduit dans l'élément de la pensée une dialectique qui se trouve déjà dans la réalité quelque part. Alors, ce qu'il y a d'être très intéressant chez Bachelard, c'est un peu ce que j'ai dit au début, ce qui fait qu'il converge avec Engels et Lénine. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais c'est cette idée qu'il n'y a pas de science sans théorie de la science véritable, et qu'il n'y a pas donc pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Autrement dit, qu'une science, ce n'est pas quelque chose de purement empirique. Et donc, ce qui est très intéressant chez Bachelard,
c'est ce qui permet de combattre l'empirisme, y compris l'empirisme logique quelque part, ou le néo-positivisme, c'est un peu la même chose. Donc, de ce côté-là, Bachelard est très utile. C'est l'intérêt de l'épistémologie à la française, si on peut dire. Quelque part, en France, depuis Descartes, c'est notre tradition nationale en philosophie, le rationalisme triomphe De l'empirisme vulgaire. Ouais. Voilà, le Saint-Georges rationaliste triomphe du dragon empiriste anglo-saxon, quelque part. Bon, alors évidemment, tout ça est un peu déséquilibré. Et il faut comprendre que, mais ça on y reviendra quand on parlera de la théorie de la connaissance, effectivement, que certes les faits sont faits, hein, les faits scientifiques sont faits, il y a une phénoménotechnique, une fabrique des phénomènes, mais cette fabrique des phénomènes doit avoir sans arrêt pour règle de reproduire les phénomènes tels qu'ils sont dans la nature, façon de parler, en les épurant de ce qui n'intéresse pas le savant à ce moment-là. Parce que tout est là, précisément. Quelque part, cette reproduction est aussi une abstraction. Et pour atteindre le concret, mais dans ce qui intéresse le savant, c'est-à-dire la réaction chimique elle-même, en l'abstrayant de tout ce qui peut la compliquer, la perturber, et ainsi de suite, il faut des conditions qui sont celles du laboratoire. Il faut des cornues et des alambics, il faut des Beck-Bunsen, il faut des choses comme ça, quoi, qui évidemment ne sont pas données dans la nature, où tout est donné en vrac. Voilà, donc, quelque part, effectivement, oui, il faut beaucoup d'abstraction, il faut être très savant pour fabriquer un fait, dit Bachelard. C'est vrai, on ne trouve pas les faits sous le pas d'un cheval, quelque part. Et il donne l'exemple, tout le monde le sait, c'est Coiré aussi qui montre très bien ces choses-là, qu'en physique, par exemple, eh bien, lorsque Galilée veut comprendre ce qu'est la chute des corps, eh bien, il doit inventer des procédés très détournés pour reproduire cette chute des corps, indépendamment de tout ce qui peut en perturber l'analyse quand on regarde simplement donc, des pierres qui tombent dans un si je me permets, c'est quand même c'est la seconde préface de la critique de la raison pure de Kant, c'est ça. Oui. Peut-être sans doute ça ne suffit pas, mais c'est… Ce qui fait que Kant est quand même du côté des rationalistes, quelque part, je pense. Et effectivement, donc, dans Lavoisier, c'est pareil chez Lavoisier. Bon. Ce qui est très intéressant dans l'analyse qu'Engels donne de la découverte des éléments de chimie, des bases de la chimie scientifique par Lavoisier, hein, quand il fait la comparaison avec Marx, dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément cette capacité que Lavoisier manifeste, effectivement, de penser l'expérience et de sortir précisément de ce que faisaient les expérimentateurs avant lui, sachant qu'il ne doit pas y avoir de magie, pas de créationnisme, et que donc ce qu'on a mis au départ, on doit le retrouver à la fin, que le petit lapin ne doit pas sortir du chapeau par un procédé surnaturel, si jamais ce procédé pouvait exister. Sachant tout cela, ça signifie qu'il va falloir faire des appareils scientifiques très précis, tels que, par exemple, eh bien, les produits d'évaporation ne soient pas perdus. Parce qu'évidemment, si vous prenez une bûche, vous la foutez dans votre cheminée, et puis vous regardez, vous dites que le feu, on retombe sur Bachelard, hein, sur la psychanalyse du feu, vous allez dire que le feu a dévoré la bûche. Vous allez dire que bon, quelque chose s'est perdu, parce qu'au début, vous avez une bûche, et à la fin, vous avez un peu de cendre, et vous voyez bien que la cendre pèse beaucoup moins lourd que la bûche. Et oui, mais et que donc la bûche est partie en fumée. Oui, mais elle est partie en fumée, et la fumée, ce n'est pas rien, effectivement. Donc les produits de la combustion vont faire apparaître cette chose étrange, et bon, ça me donne une transition toute trouvée pour la combinaison et la dialectique. C'est la découverte géniale de Lavoisier que la combustion n'est pas une perte, mais une combinaison. Et que, par exemple, lorsque eh bien, on brûle du bois ou on brûle du charbon, on a une oxydation du charbon. Et donc, en réalité, le carbone gagne de l'oxygène. Alors que comme ça, à première vue, quand on regarde ce qui brûle, on a l'impression qu'il y a une destruction. Il n'y a pas de destruction, il y a une recombinaison. De même, les peintres insistent toujours sur le fait que l'huile ne s'évapore pas, elle polymérise. Voilà. Elle ne sèche pas, oui. Voilà, exactement, très, très juste. Et effectivement, on est confronté à cette idée que, on regarde tout nouveau sur la théorie de la chimie, découverte révolutionnaire en ce sens, puisque avant, on pensait qu'il y avait, comme le dit Engels, un élément chimique qui s'appelait le phlogistique,
et que lorsqu'on brûlait quelque chose, ce phlogistique qui était contenu dans les corps était dilapidé, était perdu, était détruit. Et au contraire, on va montrer qu'il y a de l'oxygène, et que c'est au contraire l'oxygène qui est capté. La combustion est une oxydation. Et du coup, on va aussi sortir complètement de l'intuition initiale, et on va montrer que, par exemple, la digestion est une combustion lente. Donc, que pour autant, il n'y a pas des flammes qui sortent de mes orifices naturels, sauf si l'on a abusé du piment rouge. C'est vrai qu'on voit encore que la notion de consommation, finalement, fait encore partie des métaphores du langage commun, de même qu'on dit que le soleil se couche, se lève. Bon, on continuera à le dire, effectivement, mais oui, bon, dans l'économie, la langue est métaphorique. Voilà. Oui, puis dans l'économie un peu dialectique, on va parler d'une consommation productive. Et donc, on va montrer qu'il n'y a pas ici une consommation. Alors, effectivement, du même coup, on voit, je pense pour finir, on peut s'arrêter sur ce point très rapidement, ça devrait aller vite, qu'il n'y a pas à opposer pensée dialectique et pensée structurale, étant donné que la pensée structurale est surtout constituée autour des notions d'éléments et de combinatoires. Donc, par exemple, à toute l'époque de Lévi-Strauss, autour des années 60-70, le structuralisme a pris une grande ampleur mondiale, on peut dire, parce qu'on disait, bon, voilà, en réalité, ce qui compte, par exemple, en linguistique, c'est qu'il existe des phonèmes, et puis ces phonèmes, on les combine de certaines façons données, ça donne la phonétique d'une langue, où les mots fonctionnent par différence, et donc la signification est quelque chose qui est le résultat de l'articulation de ces différences, etc., etc. Très juste, bravo, très bien. Mais est-ce que ça s'oppose en quoi que ce soit à l'idée d'une dialectique? Est-ce que ce fonctionnement par combinatoire s'oppose à l'idée d'une dialectique? Les combinatoires sont des formes stabilisées qui existent donc elles-mêmes relativement, de façon tout à fait relative. Il y a eu un ensemble. Chez Saussure, il y a déjà diachronie et synchronie. Voilà, oui, mais lui, il privilégie clairement la synchronie. Synchronie dans l'étude, oui. La description d'une langue se fait. C'est ça, et donc, d'un certain côté, c'est très chouette, d'un certain côté, ce qu'il a fait, c'est-à-dire, bon, éliminons la diachronie, puisqu'avant, dans Saussure, on essayait surtout de voir d'où venait le langage, l'origine des langues, etc. Et donc, on était fasciné, par exemple, par les étymologies ou par des choses... La langue mère, comme l'hébreu. Voilà. Enfermer un enfant pendant 5 ans et on regarde s'il parle spontanément hébreu. Et ben, on après, est complètement désocialisé. Exactement. Le genre d'expérience qu'on faisait, oui. Ouais. Enfin bon, donc c'est intéressant de voir que des choses peuvent fonctionner indépendamment de leur histoire. Oui, lorsqu'elles sont stabilisées à un certain seuil, au fond, leur histoire est en elle, mais sous forme niée. Un peu comme dans mon corps, il y a par exemple, toute mon histoire, en quelque sorte, comment dire, phylétique, quelque part, celle de mon espèce, et ainsi de suite. Bon. Ça, c'est la théorie de Haeckel sur la phylogénèse et l'ontogénèse. Oui. Aussi, quand même, certaines limitations, disons. Oui, mais en même temps, c'est génial aussi, parce que vous avez bien compris que quand on regarde un embryon humain, on le voit successivement dérouler l'état de ver, de grenouille, bref, on passe par les différentes étapes de l'évolution, on les retrouve dans l'évolution de l'embryon. Mais une fois que l'embryon est formé, tout ça se perd en quelque sorte. Tout ça est nié, tout ça existe, mais sous une forme niée, même écartée quelque part. Donc, pourquoi pas? Mais la dialectique ici n'a rien à y redire. D'abord, la dialectique n'a jamais rien à redire à la réalité. C'est un moyen d'étudier la réalité, donc si la réalité, s'il arrivait que la réalité dise que la réalité n'est pas dialectique, la dialectique devrait s'incliner. Mais en l'occurrence, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'on le voit sur le chimisme qui est le noyau dur de la pensée combinatoire et dont on a bel et bien besoin pour la pensée de l'historiciser, de voir l'amont, par exemple ici comment se sont formés les éléments chimiques, et de voir l'aval, par exemple comment se sont formés les matériaux nécessaires aux vivants, par exemple les macromolécules qui ont permis l'apparition des premiers corps capables d'échanger de manière assez méthodique des substances chimiques avec leur environnement.
Voilà, donc on le voit à tous les niveaux, quoi. Quelque part, il faut bien passer d'une certaine strate de lettres, et dans n'importe quelle strate de lettres, on va trouver du combinatoire, quand la forme est stabilisée, chromodynamique quantique pour les quarks, éléments chimiques pour la chimie, gènes pour la génétique, et ainsi de suite. Mais bon, il faut bien aussi se demander comment on est passé d'une strate à l'autre. Et donc, à partir de là, il y a forcément des révolutions. Et ces révolutions, comment les penser autrement qu'en faisant entrer en jeu des notions telles que saut qualitatif, telles que dialectique de la quantité et de la qualité, telles que l'individualisation de certaines formes, les galaxies, les étoiles, les petits corps du système solaire ou les planètes, la géologie. On ne fabrique pas du vivant uniquement avec de la chimie, il faut de la géologie, ou de la planétologie, ou de la cométologie. Et donc, bon, il faut aller voir comment ça s'est passé sur la planète machin, ou sur la comète. Et si on reprend la comparaison que tu faisais avec la linguistique, Oui, vu que la langue n'est pas une synchronie, en tout cas une structure non évolutive, il faut aussi introduire du social. C'est pour ça que la langue n'est pas une superstructure, comme disait un personnage très connu. Elle n'est pas que ça, oui, puisqu'elle est tout à sous fait. l'évolution. Tout à fait, mais il faut comprendre que, si je vais plus loin encore, ça c'est l'exemple de la langue, il faut comprendre que pour que l'évolution se poursuive, et pour que finalement ce qui reste dominant, c'est-à-dire la dialectique et le devenir et la dynamique, pour que ça reste dominant, eh bien cette dynamique elle-même a besoin de se stabiliser par étapes et de se relancer par des étapes qui sont elles-mêmes stabilisées. Prenons l'exemple de la langue. C'est vrai qu'on peut comparer à la chimie, et pour une raison très simple, ce n'est pas du tout une comparaison qui est tirée par les cheveux, vu que Démocrite lui-même, comme on le disait au début, a tiré la notion d'atome de la réflexion sur l'alphabet, sur la manière dont l'alphabet permet de construire tous les mots. Bon, où on aurait pu partir, d'ailleurs c'est la pensée pythagoricienne sur les nombres, sur les propriétés du pair et de l'impair, et ainsi de suite. Donc cette volonté, effectivement, la mathématique est typiquement un champ d'action infinie de conceptions combinatoires. Bon, eh bien, reprenons sur la langue. Supposons que la langue change aussi vite que les générations qui la parlent. Eh bien, elle interdirait tout simplement la transmission d'une génération à une autre. Par conséquent, elle interdirait le changement. La possibilité pour le changement social, pour que les sociétés changent vite, il faut que les langues soient stables, soient relativement stables. Évidemment, les langues changent, mais elles ne changent pas à la même échelle. C'est un peu comme on disait tout à l'heure qu'il y avait qu'il fallait concevoir l'élémentarité d'une façon toute relative, qu'il fallait relativiser l'élémentaire. Eh bien, les langues changent, mais leur changement doit être nécessairement plus lent et les langues doivent être suffisamment extensives pour permettre l'échange. Si je ne parlais qu'une langue qui vaut dans ma famille, ou que la langue que sont censés parler certains jumeaux, si on n'y fait pas attention, des cryptophasies, par exemple, qui ne valent qu'entre deux, eh bien, les échanges n'iraient pas loin. Donc la langue ne jouerait pas son rôle et elle ne permettrait pas l'extension des groupes humains ni le développement de l'historicité. Donc, on a bel et bien besoin de concevoir le stable comme un moment du dynamique. La stabilité est elle-même, bon, voilà, comment dirais-je, l'élasticité du dynamique. Il faut bien il faut de l'élastique pour que je rebondisse si je fais du trampoline. Oui. Et puis, c'est vrai que la notion d'extension est importante dans les langues. Je me souviens dans ton passage sur le langage, tu critiques ce linguiste qui s'appelle Jagello sur les idées reçues sur le langage et qui oublie le fait qui adopte un petit peu le point de vue spontané du linguiste, qui est de dire que toute diversité linguistique est bonne en soi, belle en soi, alors que sans comprendre l'évolution même d'une centralisation linguistique qui est propre à une nation, propre à une évolution. Enfin, il y a aussi une nécessité que ça soit vraiment effectif. C'est pas simplement. Bon, il y a aussi chez les linguistes, alors chez Muriel Jagello, il y a des choses excellentes, hein, bien sûr, mais il y a 2 ou 3 points de divergence. Enfin, peut-être on pourrait y revenir davantage du langage lui-même, mais il ne faut pas perdre de vue pour autant
que la stabilité de ces strates, en quelque sorte ontologiques de la réalité, cette stabilité est elle-même relative. C'est le cas du langage, parce que le langage, la langue elle-même, n'existe pas indépendamment des interactions entre les sujets, entre les personnes qui échangent. Il faut bel et bien qu'il y ait de l'échange et qu'il y ait quelque chose à échanger. Exactement comme dans le domaine économique, s'il n'y avait rien à échanger, bon, il faut donc qu'il y ait de la production. Okay, Donc, l'échange lui-même doit être relativisé à quelque chose qui n'est pas l'échange, qui l'excède et qui le rend nécessaire, qui le rend possible. Donc, s'il y a des modifications fondamentales qui interviennent au niveau de ce qui est produit, eh bien, les échanges commerciaux, par exemple, ont tout de même changé, peut-être même changé de forme. Si à un certain niveau, effectivement, les échanges se multiplient au Moyen-Âge et que le nombre de foires où on échange des objets se multiplie, que des foires deviennent très importantes et ainsi de suite, vont apparaître des gens qui vont changer l'argent. Voilà, qui vont donc devenir qui obtiendront des bancs sur lesquels ils changeront donc des billets de change et vont devenir les banquiers. Et à partir de là, va apparaître la possibilité du capital. Et donc, bon, voilà. Donc, c'est toujours très, très pareil. Par exemple, pour la langue. Bon, si une langue se développe suffisamment pour devenir la base, par exemple, d'un marché national, par exemple, comme au XVe, XVIe siècle, les différents pays adoptent le français comme base de la construction de l'État national français, qui l'anglais pour l'Angleterre, et ainsi de suite, avec Henri VIII, ou je ne sais trop quoi. Bon, effectivement, à partir de là, du même coup, bizarrement apparaissent, pour s'intéresser véritablement à ces langues, des grammairiens, qui vont donc traiter la langue au second degré. Une codification Et du coup, ça va aussi, bon, ce seuil qualitatif va aussi provoquer des différences dans l'évolution des langues, parce qu'évidemment, une langue qui a une grammaire, un dictionnaire, une phonétique arrêtée, etc., une écriture, une manière de s'écrire, et ainsi de suite, va se stabiliser quelque part et évoluer plus lentement quelque part. Enfin, façon de parler, hein, plus lentement, parce que d'un autre côté, elle va gagner en précision, enfin, toutes sortes de choses de ce genre, que si, évidemment, on a été réduit à l'état de locuteur naturel d'une langue où on la parle sans même savoir qu'on la parle, ni même sans même savoir que c'est une langue. Donc, bon, voilà, on a différents niveaux ici, notamment qui font apparaître la réflexivité. Et entre nous, quand il y a de la réflexivité, à moins d'être complètement aveugle, on va réapparaître ce bon vieux fantôme qui essaie d'exorciser. De même qu'on essaie d'exorciser le communisme dans le domaine, disons, politique, un spectre hante l'Europe, bon, on essaie dans le domaine logique, épistémologique, d'exorciser sans arrêt. On ne veut pas l'avoir, la négation de la négation. Pourquoi diable fait-elle si peur? À la fin, j'ai quand même envie ici de questionner un peu les gens qui ont peur qui a peur de la négation de la négation. Exactement. Bah oui. Bah on va terminer sur cette interrogation très spectrale. Hein. Voilà, très spectrale et très déridienne. Voilà, exactement. Et ben, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de biologie, tout simplement, je pense. Merci à toi, Georges. À toi, Émile.